Un grand merci pour l'invitation au comité d'organisation. Faire une conférence de clôture juste avant l'heure du cocktail, c'est toujours un beau défi. Fait que je vous remercie beaucoup d'être là pour m'écouter en cette première fin de journée de colloque. À main levée, moi je suis techno à mes heures, mais là je suis bien old school. À main levée, là, qui a déjà entendu Jeune et danse? Quand même, un beau 10 personnes, c'est bien trippant. Fait qu'on va faire un pré-test dans à peu près une cinquantaine de minutes, puis j'espère qu'on aura un petit peu plus de connaissances. Fait que je suis bien contente de vous parler aujourd'hui de Jeune et danse. Et donc, pour vous illustrer de façon concrète, j'ai pensé vous projeter une brève vidéo. Là, je suis supposée faire un contact visuel subtil, fait qu'on y va. C'est une belle et légère journée pour Nora. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. La journée est belle pour Adib aussi. Mais elle est loin d'être légère. Derrière chaque devoir oublié, Adib a donné un bain à son père ou lui a administré ses médicaments. Derrière chaque excuse, Adib est fier d'être là pour son père. Il en porte beaucoup sur ses épaules pour un garçon de son âge. Et il n'est pas seul. Des jeunes aidants, il y en a partout, et plus qu'on pense. Il y en a qui doivent s'occuper de faire les courses urgentes, même le jour de leur anniversaire. Ou qui emplissent l'ambulance, trop souvent. D'autres qui deviennent les traducteurs de leurs parents et doivent se battre contre les stéréotypes. Il y a une panoplie de situations différentes qui amènent un jeune à s'occuper d'un parent, comme la maladie, la vieillesse, ou un handicap. Mais l'amour que l'on porte pour un proche souffrant est universel. Pour plus d'informations sur les réalités vécues par les jeunes aidants, clique ici. Voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu pour vous illustrer. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, la jeune aidance, la définition en fait de la jeune aidance, je vais essayer de ne pas faire tomber le machin, varie selon différents auteurs et autrices, mais souvent, on va considérer que ce sont des personnes qui sont âgées entre 15 et 25 ans qui apportent soins, aide ou soutien à un proche malade ou en situation de handicap. Moi, je choisis 15 à 25 ans, c'est ce que je vous ai projeté ici, mais ça peut varier. Souvent, il peut y avoir des jeunes, même plus jeunes. Là, il y a des enfants, on compte certains jeunes aidants qui commencent à apporter des soins à partir de l'âge de 6 ans. Et des fois, on va parler aussi de jeunes adultes aidants quand on monte jusqu'à l'âge de 29 ans. Fait que selon les statistiques, vous allez voir que ça va varier parce qu'évidemment, le découpage ne se fait pas de la même façon. Puis là, vous pourriez me dire, bien, Déborah, c'est bien intéressant ce que tu nous racontes, mais 2-3 personnes qui donnent un coup de main à un proche, là, pourquoi est-ce qu'on en fait une activité de clôture? Bien, c'est assez fascinant parce que selon les données les plus récentes que j'ai pu trouver, c'est quand même près de 2 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de 15 à 29 ans qui offrent des soins à un proche, ce qui représente 27 % de l'ensemble des jeunes de cet âge-là. Oui, vous avez bien lu, bien entendu, 27 %, c'est presque un tiers. Fait que c'est presque un jeune sur 3. Donc, si on pense à cette proportion, ça prend un sens tout à fait différent. De plus, on peut s'attendre à ce que le phénomène prenne de l'ampleur, donc ce phénomène de la jeune aidance prenne de l'ampleur compte tenu du vieillissement de la population, l'augmentation des personnes qui ont des problèmes de santé qui vont requérir un soutien familial, notamment aussi à cause de l'augmentation des prévalences des maladies chroniques en Amérique du Nord, la diminution des proches aidants disponibles et l'augmentation des parents qui ont des enfants quand ils sont plus âgés. Bien, ça met plus à risque d'être âgés et donc d'avoir besoin de soutien de la part de ces enfants. Alors que les activités de proche aidance peuvent survenir à tout âge, l'expérience des jeunes aidants est encore très largement méconnue. Par contre, ce qu'on sait, vous ne serez pas surprise, entre 15 et 25 ans,
qu'est-ce qui se passe? Cette période-là coïncide avec d'autres tâches développementales importantes. Réussite scolaire, insertion socio-professionnelle, développement identitaire, séparation physique d'avec notre famille d'origine, renégociation de relations plus symétriques avec nos parents. Mais quand l'expérience de proche aidance arrive en même temps, ça s'accumule à ces tâches développementales. De plus, la proche aidance est généralement associée aux adultes plus âgés. La société reconnaît très peu l'existence des jeunes aidants. Il y a même plusieurs auteurs et autrices qui suggèrent que les jeunes aidants constituent une population cachée. Autant la société, que ce soit les parents, que ce soit le milieu scolaire, que même le système de santé et des services sociaux peinent à reconnaître l'existence et la contribution des jeunes aidants. Puis là, dans une autre vie, jadis, j'ai travaillé comme clinicienne dans une unité de soins palliatifs hospitalière. Et j'ai dû faire un cas de conscience depuis que je travaille en jeune aidance que moi aussi, j'ai négligé cet aspect-là. On pense souvent à la personne, on donnait des soins à la personne qui était évidemment en fin de vie, mais elle était souvent dans une unité hospitalière, elle était souvent pas en très bonnes conditions pour recevoir des soins psychosociaux. Fait que c'est surtout la proche aidance, les proches aidants qu'on soutenait, mais souvent le conjoint d'autres familles, mais les jeunes, ça passe souvent inaperçu. Alors que ce qu'on sait, c'est que si une personne est malade, souvent son proche va l'aider, mais ça déséquilibre toutes les relations, puis ça peut amener, ça déséquilibre la dynamique des relations, et donc ça peut amener les jeunes à être vraiment, à vivre l'impact de cette proche aidance. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que les jeunes eux-mêmes ne reconnaissent pas toujours le fait qu'ils sont impliqués dans des activités de proche aidance. Donc d'abord, ils se retrouvent, je vais vous le montrer un peu plus tard, ils se retrouvent comme parachutés dans cette expérience-là. Puis d'autres, ils reconnaissent qu'ils sont jeunes aidants, mais ils aimeraient bien vivre une vie plus normale. Et ils aimeraient bien ne pas toujours être identifiés comme des jeunes aidants en raison de la stigmatisation qui peut y être associée. Très récemment, il y a une équipe qui travaille en santé publique à l'Université de Toronto, Saragoza et ses collègues, qui ont proposé un parcours de la jeune aidance à la suite d'une méta-ethnographie de 25 études qualitatives. Puis c'est ça que je veux vous proposer un peu pour vous illustrer à quoi ça peut ressembler, dans le fond, un parcours de proche aidance. Donc, pour Saragoza et ses collègues, le parcours de jeune aidance, il est constitué de 3 grandes étapes. Donc, la première étape, c'est rencontrer la proche aidance. La deuxième, ce serait être proche aidant. Et finalement, au-delà de la proche aidance. Donc, chaque étape comporte différentes dimensions qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc, d'abord, quand on rencontre la proche aidance, il s'agit d'abord d'accepter le rôle d'aidant ou d'aidante. Accepter, là, c'est à comprendre de façon large, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que pour de nombreux jeunes aidants, quand la maladie ou le handicap survient dans la vie, les motivations à accepter le rôle d'aidant peuvent varier. Dans certains cas, il y a une obligation filiale. Il y avait des auteurs qui rapportaient notamment dans une étude que quand le CLSC, mais ce n'était pas le CLSC, là, je le traduis en contexte québécois, là, c'était dans une autre étude, avait offert à un père de famille de l'aide. Il a dit, pourquoi je prendrais de l'aide extérieure? J'ai 3 filles. Hein? Là, ça fait un lien avec un autre élément. S'il avait eu 3 fils, je ne sais pas s'il aurait eu la même réponse, mais en tout cas là, il avait 3 filles, puis pour lui, c'était inimaginable de recevoir de l'aide. Fait que là, on imagine bien que pour ces filles, l'idée d'accepter le rôle de proche aidant, ce n'est pas nécessairement une acceptation qu'une obligation. Donc, les motivations à accepter le rôle varient. Il peut y avoir donc une obligation filiale, un sentiment aussi de redevabilité par rapport à ses parents ou à sa famille, et dans certains cas, des raisons religieuses. Mais en fait, ce qui ressort, c'est que la plupart du temps, c'est sans trop se questionner et de façon très automatique que les jeunes acceptent ce rôle de jeune aidant juste parce qu'il faut le faire.
il est malade, ben c'est pas ça me tente-tu ou ça me tente pas, ben il y a quelqu'un de malade, la job, il faut la faire. Donc, l'acceptation, qu'elle soit choisie ou forcée, ça peut prendre différentes formes. Deuxième étape, si on descend dans notre petit point vert, une fois impliqués dans les activités de proche aidance, les informations dont les jeunes disposent par rapport à la maladie de leurs proches, par rapport à l'évolution et par rapport aux pronostics sont vraiment très variables selon les études. Ce que les chercheurs et chercheuses ont relevé, c'est que, et c'est un peu fascinant, c'est que bien que ces jeunes soient impliqués de façon quotidienne dans les soins, il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant de la gravité de la maladie et qui constataient souvent, après que leurs proches soient malheureusement décédés, à quel point la maladie était grave. Fait que ça, moi, qui ai beaucoup travaillé dans le deuil, ça fait comme un grand signe de, ben voyons donc comment ça, on les a échappés, là, ces jeunes-là, puis qu'est-ce qui se passe? Là, il y a, à mon avis, un gros point d'interrogation à aller explorer. Plusieurs jeunes aidants ont relevé le souhait de recevoir de l'information sur les diagnostics, par exemple, d'avoir soit un pamphlet ou d'avoir du soutien émotionnel pour savoir un petit peu dans quoi ils s'embarquent. Et parce que, ben, comme c'est le cas souvent pour les proches aidants adultes, comment les services de santé et de services sociaux sont organisés, ben, les ressources disponibles sont d'abord dirigées vers la personne malade. Puis après, éventuellement, un proche aidant adulte, puis les jeunes aidants, ben, ça vient éventuellement si on y pense. Donc ça, ce serait quelque chose à penser de façon plus systémique. Troisième point, s'ajuster à une nouvelle réalité. Donc, une fois qu'on a accepté le rôle, qui a été relevé, qu'il manquait des informations et qu'on peut avoir besoin, bien, c'est de s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, ça peut changer la vie quotidienne, autant pour la personne malade, mais évidemment aussi pour le jeune aidant. Et là, c'est ça qui est particulier, c'est que ce qui était relevé, c'est que souvent, les jeunes aidants sont aussi pris un petit peu dans leurs émotions, puis dans le sens qu'ils vont donner aux changements qu'ils observent. Par exemple, un jeune qui prend soin d'un parent qui est atteint de démence, bien, il relevait que souvent, ils allaient attribuer les changements ou la dégradation au stress ou à la fatigue plutôt qu'au déclin de l'état de santé. Puis là, ça fait le lien avec ce que je vous disais précédemment, qu'après ça, ils pouvaient arriver à être surpris qu'éventuellement leurs proches décédaient parce qu'ils n'avaient peut-être pas vu non plus les signes. D'où, possiblement, moi, je vois le lien, bien, ils auraient probablement besoin d'être soutenus, ces jeunes-là. Autre élément qui peut venir jouer un rôle, des jeunes qui prennent soin d'un parent atteint, par exemple, de la maladie de Huntington, peuvent être inquiets d'eux-mêmes développer la maladie. Il y a beaucoup de maladies qui ont des prédispositions génétiques. Si un parent est malade puis que je prends soin d'un parent malade, bien, c'est quoi, moi, ma probabilité qu'éventuellement, moi aussi, je développe cette maladie et les limitations qui sont associées? Ça vient en rajouter. Vous êtes probablement toutes et tous sensibilisés à la théorie bioécologique. Ça vous dit quelque chose? Vous en avez entendu parler depuis ce matin à 9h. Donc, vous ne serez pas surpris de voir toutes les répercussions que la personne malade, le jeune qui aide, ça change les relations, ça change, tous les systèmes vont être bouleversés par cette activité de jeune aidance. Concrètement, les jeunes aidants ont souvent plus de responsabilités. Ça les amène à grandir plus vite puis à avoir moins d'occasions d'être des enfants. Puis ça peut s'accompagner sur plusieurs changements sur le plan personnel et à développer différentes stratégies d'adaptation. On y reviendra aussi aux conséquences associées. Deuxième étape. On y va, 4, 5, 6. Donc, être jeune aidant, c'est réaliser des tâches et des actions quotidiennes, vivre le prix à payer sur le plan personnel, mais aussi, et j'insiste, identifier des gains positifs. Donc, j'y reviendrai dans une diapositive suivante. Là, être jeune aidant, la majorité, il n'y a pas beaucoup d'études, là, je ne fais pas une problématique de recherche en bonne et due force, là, mais vous aurez peut-être deviné qu'on n'a pas encore beaucoup de données sur le sujet. Je fais une parenthèse, j'ai oublié de vous le dire au départ, c'est seulement depuis les années 90, en fait, qu'on a commencé à parler de la jeune aidance. Fait que c'est quand même quelque chose de relativement récent.
Et les études disponibles décrivent beaucoup les tâches qui sont réalisées par les jeunes aidants. Ça fait quoi un jeune aidant? Je vous reviendrai plus tard, mais il y a souvent des tâches de nature médicale, des soins personnels, du soutien émotionnel, etc. Il y a aussi donc un deuxième réalisé, vivre le prix à payer sur le plan personnel. Donc, l'impact sur le plan personnel du jeune aidant peut se manifester par le fait de vivre des soucis et des inquiétudes, de devoir se sacrifier, de vivre certaines répercussions sur le plan social et sur le plan économique, comme je reviendrai après quand je vous parlerai plus précisément des conséquences qui ont été recensées chez les jeunes aidants. Mais il ne faut pas seulement considérer le verre à moitié vide. Il y a quand même certains auteurs et autrices qui ont relevé des points positifs associés à des gains, que ce soit la satisfaction, le renforcement des liens avec la famille, une certaine croissance personnelle, un changement d'état d'esprit et le développement de l'empathie. Enfin, dans une dernière étape, il y a au-delà de la proche aidance. Fait que là, dans cet élément-là, il y avait seulement 2 études rétrospectives qui faisaient partie de la méta-ethnographie de Saragossa. Fait que c'est des résultats qui sont encore plus préliminaires que ce que je vous présentais jusqu'à présent. C'était un peu de demander, OK, ben maintenant que tu n'es plus impliqué dans la jeune aidance puis que tu as passé ce stade-là, comment tu regardes avec rétrospective, là, si tu regardes ton activité de proche aidance, qu'est-ce que tu en retires? Bien, plusieurs ont dit qu'en fait, ils avaient dû envisager leur futur dans une posture de jeune aidance. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est que pendant que tu es pris à être impliqué dans tes activités de proche aidance, bien, ça peut teinter les décisions que tu vas prendre, par exemple en termes d'études ou en termes de travail ou en termes d'insertion socio-professionnelle. Ça peut les amener à se questionner, est-ce qu'ils vont avoir la disponibilité pour réussir leurs études, pour fonder une famille? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont être dégagés de ce que les auteurs parlaient du fardeau de la proche aidance? Ce n'est pas mes mots. Et ces jeunes, souvent, qui sont sortis de la proche aidance pour différentes raisons, naviguaient entre le fait d'être soulagés de ne plus être jeune aidant, mais aussi de vivre une culpabilité de ne plus être jeune aidant. On peut comprendre que pour différentes raisons, ils ne sont plus impliqués dans cette activité-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la jeune aidance a été aussi associée au choix de carrière. Dans les 2 équipes de chercheuses et chercheuses que je vous donnais précédemment, il y a plusieurs des participants qui ont choisi d'aller étudier en médecine et plus particulièrement en soins palliatifs, suivant l'expérience qu'ils ont vécue, ce qui est intéressant aussi parce que c'est associé au développement de l'empathie. Si on veut, ces auteurs qui regardaient donc au-delà de la proche aidance s'intéressaient aussi à savoir de façon rétrospective comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation de ces jeunes en situation de proche aidance. Et ça, c'était pour des cas où le parent était maintenant décédé. Donc, les jeunes aidants vont beaucoup parler de leurs proches décédés, de ce qu'ils auraient souhaité faire avec ou les conversations qu'ils auraient aimé avoir. Ce qui teinte aussi beaucoup l'expérience des jeunes aidants aussi, c'est de regretter des activités ou des choix qui n'ont pas été possibles à cause de leur implication en proche aidance. Je n'ai pas pu partir avec mes amis faire telle activité, je n'ai pas pu voyager, je n'ai pas pu faire X ou Y. Ça va? Tout va bien? Vous me suivez jusque-là? C'est parfait. OK, donc plus concrètement, quel type d'aide? Il y a généralement 6 grands champs d'activité. Il y a même un outil, là, le MACA, je ne me souviens plus, Multidimensional Activity Caring, quelque chose. Quelque chose, en tout cas, qui répertorie, c'est un outil qui permet, dans le fond, de documenter les activités des jeunes aidants. Donc, voici, je voulais vous présenter quelques exemples plus concrets. Là. On le devine assez bien. Là. Domicile, la gestion du domicile et les tâches ménagères, là, ranger, faire à manger, faire les courses, ben, peut-être le faire plus que d'autres jeunes du même âge. La gestion de la fratrie, très particulier. Puis ça peut amener plein de... Tu sais, on les voit, les configurations entre les relations qui peuvent être différentes. Faire de l'aide aux devoirs, aller chercher la fratrie à l'école, assister à des rencontres avec les enseignants, donner le bain aux plus petits,
et toute autre tâche connexe. Les soins personnels et médicaux, aider la personne à se déplacer, l'aider à s'habiller, à se laver, faire des soins. Dans certains cas, apprendre aussi à faire des injections, par exemple, apprendre à administrer des médicaments ou surveiller qu'ils soient bien pris tels que prescrits. Il racontait à quel point il devait vérifier, est-ce que tu as mangé, il faut que tu aies mangé, c'est quand, à quelle heure tu as mangé, parce qu'il ne faut pas que tu prennes tes médicaments à plus que 2 heures, en tout cas. Fait que c'est toutes des choses qui se rajoutent à certains jeunes. Soutien affectif, écouter, soutenir, rassurer, que ce soit le proche malade, mais parfois aussi le parent qui s'inquiète. Un soutien dans les tâches administratives et un soutien financier. Ça dépend dans certains pays là aussi, mais dans certains pays où les soins sont moins accessibles puis que ça coûte de l'argent, bien, certains jeunes peuvent être amenés à arrêter une partie de leurs études pour gagner de l'argent pour la famille, ou alors, en lien avec les tâches administratives, à avoir une plus grande part dans gérer le budget, faire des comptes, payer certaines choses. Donc, comme vous pouvez vous en douter, cet engagement dans ces diverses tâches, ça peut engendrer différentes conséquences. Puis là, je vais commencer du bas, puis je vais monter, OK, pour que vous me suiviez, là. Donc, ça, c'est assez fascinant quand même. Donc, ça peut, la jeune aidance peut engendrer différentes conséquences qui affectent autant l'individu que son adaptation à ces différents milieux de vie. Et ce que j'ai trouvé dans les études, c'est que jusqu'à 60% des jeunes aidants présenteraient des problèmes de santé mentale. C'est quand même beaucoup. On se rappelle à peu près un tiers. Puis sur ce un tiers, il y en a plus de la moitié qui présenteraient des problèmes de santé mentale. Encore une fois, il y a peu d'études encore qui ont documenté ces problèmes, mais celles qui l'ont fait, ce qu'on sait, démontrent que si on les compare à leurs pairs non aidants, qu'on va appeler ceux qui sont pas les jeunes aidants, rapportent davantage de dépression, davantage d'anxiété, une humeur plus fluctuante, une estime de soi plus faible et davantage de troubles de comportement. Sur le plan de la santé physique, ils auraient également plus de maux de tête, de la fatigue et des blessures. Ça, les blessures, on peut imaginer, là, quand tu prends soin puis tu aides quelqu'un qui est un adulte, bien, à un moment donné, ça peut être lourd. Sur le plan scolaire, la jeune aidance est associée à diverses difficultés. Des absences, des retards, de la fatigue à l'école, un manque de concentration et d'attention, un manque de temps pour réaliser correctement les devoirs, faible performance scolaire, plus haut risque de décrochage scolaire. Quand je parlais avec les partenaires avec lesquels je travaille, notamment Proche Aidance Québec, me disaient qu'ils parlent beaucoup de présentéisme dans le cas de la jeune aidance. Ça veut dire que tu es en classe, physiquement, ton corps est en classe, mais l'élève n'est pas toujours là parce que, on peut imaginer qu'il a d'autres choses à penser. Sur le plan de la vie sociale, ces jeunes seraient plus isolés, ils exerceraient davantage de responsabilités, puis participeraient à moins d'activités parascolaires. Ça va de soi, là, quand on fait quelque chose, on ne fait pas autre chose, donc ils sont plus occupés. La peur de la stigmatisation. La jeune aidance est en outre associée à une peur de la stigmatisation associée à la maladie ou au handicap de la personne aidée. Ça peut être le cas, on peut se dire particulièrement dans les cas de la maladie en contexte de santé mentale, mais pas seulement. Même une maladie comme le cancer ou des maladies graves, c'est pas le fun de parler de maladies puis de choses difficiles. On a une société qui est axée sur rester jeune, rester en forme, être performant. Mais c'est pas quelque chose de facile, fait que ça peut arriver aussi avec cette crainte de la stigmatisation d'être dans un contexte où on doit prendre soin de quelqu'un qui est malade. Voilà, ne pas avoir eu le choix, je vous en ai parlé. Mais par contre, ce que je vous disais, il y a aussi des aspects positifs à la jeune aidance qui ont été relevés, surtout dans des études qui ont été publiées dans les 2 dernières années. Un impact positif sur le bien-être psychologique et la confiance en soi, qui peut contribuer à la croissance personnelle, au développement de la résilience et de l'empathie, une meilleure connaissance de soi,
une maturité accrue, un sens des responsabilités, un soutien à la construction identitaire et, plus largement, une considération positive d'avoir pu jouer ce rôle dans la vie d'une personne qui était importante pour nous. Donc, ce que ça nous dit, c'est que bien qu'elles soient intéressantes, ces données, on doit mettre ça en dialogue. Tu sais, en bas, je vous parlais des conséquences négatives, il y a des aspects positifs. Fait que moi, ce que ça me dit qu'on n'a pas un consensus empirique en matière de jeune aidance, puis que le portrait dont on dispose aujourd'hui est problématique et confirme le besoin de faire plus de recherches sur le sujet. Hein? Donc, moi, c'est sûr que ça fait mon affaire. Pas, en tout cas. Donc, mais par contre, après ça, je vais faire un petit détour pour vous amener sur le plan politique. Parce que ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que malgré les diverses répercussions, puis le fait qu'elles aient été documentées, à l'heure actuelle, ni le Québec ni le Canada proposent des réponses politiques et il y a peu ou pas d'interventions qui sont en tout cas déployées à large échelle pour soutenir la jeune aidance. Et puis, tout dernièrement, là, en 2023, il y a Agnès L'Oeil, en Suisse, qui a développé un classement international de la sensibilisation et des réponses politiques face aux jeunes aidants. Puis, elle a décidé d'ordonner, dans le fond, les pays selon 5 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau incorporé durable. Donc, dans ce niveau-là, les pays auraient une vaste prise de conscience, l'expérience et les besoins des jeunes aidants seraient considérés à tous les paliers du gouvernement et de la société, on aurait des politiques soutenues et durables, des interventions qui visent à rejoindre les jeunes aidants, puis on pourrait promouvoir leur santé, leur bien-être, leur développement. Il y aurait des réponses et des lois qui seraient développées sur la base de données fiables, et c'est pas une erreur, là, il n'y en a pas de pays. OK? Ce n'est pas mon animation qui ne marche pas. Il n'y a encore aucun pays qui a atteint ce niveau-là. Ce serait comme un objectif à atteindre. Le deuxième niveau, c'est le niveau avancé. Il y a un seul pays pour le moment qui l'a atteint d'après l'Œil, c'est le Royaume-Uni, qui est vraiment le pays qui a développé le plus de recherches et qui a des interventions vraiment intéressantes en matière de jeune aidance. Dans ce pays-là, au Royaume-Uni, il y a vraiment une prise de conscience étendue et une reconnaissance des jeunes aidants, non seulement au sein du public, mais aussi au sein des décideurs politiques et des professionnels. Il y a des données de recherche qui sont fiables, en croissance, puis quand même parmi les plus nombreuses disponibles. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes aidants, ils ont des droits légaux spécifiques au plan national. Ce qui fait que, dans le fond, les jeunes aidants font l'objet d'une disposition législative qui leur donne des droits puis qui reconnaissent que les jeunes aidants sont des jeunes vulnérables. Puis ça les permet d'être identifiés puis d'accéder à des services d'aide spécifiques qui ont été développés pour les jeunes aidants. Le niveau 3, tadam, il y a le Canada. C'est quand même fascinant, hein? Ça, c'est le niveau intermédiaire. Donc, il y a une certaine prise de conscience et reconnaissance des jeunes aidants au sein du public, des décideurs politiques et des professionnels. Dans ces pays-là, il y a des données de recherche qui sont moyennes et en croissance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les droits, en fait, et pourquoi le Canada est classé ici, c'est qu'il y a des droits partiels dans certaines régions. Puis comme c'est organisé au Canada, c'est pas si surprenant, mais il n'y a pas quelque chose au plan national qui reconnaît les jeunes aidants comme il y a par exemple au Royaume-Uni, puis les services professionnels sont en émergence. Pourquoi le Canada se retrouve donc classé au niveau intermédiaire? Il ne dispose pas d'une législation nationale spécifique qui protégerait et soutiendrait les jeunes aidants. Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît actuellement le besoin d'augmenter nos connaissances sur les jeunes aidants. Mais, d'un côté, et ça c'est très récent, mais d'un autre côté, en octobre 2021, il y a eu la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Et si je l'ai lu au complet, je pense 12 fois, il y a
il n'y a quasiment pas de place pour les jeunes aidants. Il y a comme 1 ou 2 actions qu'on pourrait aller retrouver, mais c'est vraiment pas clair. Fait que là, on a comme manqué une super belle activité, une super belle opportunité. C'est pas vieux, là, une loi passée en 2021. C'est sûr que la mise à jour va pas arriver tout de suite. Les jeunes aidants sont quasiment absents de la loi sur les personnes proches aidantes au Québec, ce qui est un petit peu déprimant quand même. Bon, après, il y a d'autres pays à niveau préliminaire, donc il y a encore moins de prise de conscience, les données de recherche sont encore moins présentes. Là, vous aurez compris le principe. Après ça, il y a une émergence, il y a des pays qui s'éveillent à cette problématique, puis il y en a où il n'y a pas de réponse du tout. Mais vous avez compris que c'est simplement une façon d'y aller de façon décroissante par rapport aux besoins. Je vous disais plutôt que le Royaume-Uni, il est avancé, puis qu'il y a quand même beaucoup de recherches. Je voulais vous présenter quel genre de recherche on peut faire qui est intéressant, qui est faite et qui est intéressante au Royaume-Uni. Mais, par exemple, il y a eu l'évaluation du programme national pour des jeunes aidants champions en santé. Là, je ne suis pas sûre que je le traduis de façon très, très claire, mais vous pourrez le lire vous-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont créé un programme qui visait à établir un groupe de jeunes aidants et de jeunes adultes aidants, parce qu'ils avaient comme une étendue d'âge qui était quand même assez importante, qui s'engageraient ensemble dans un programme d'activité pendant 1 an. Donc là, ils voulaient, et là, ils étaient quand même très ambitieux, là, ils visaient la promotion de la connexion sociale, de la santé, du bien-être et de la littératie en matière de santé de ces jeunes qui sont impliqués en jeune aidance et qui voulaient en même temps leur donner un moment pour être ensemble puis se connecter, mais en même temps leur donner, dans le fond, augmenter leur confiance en soi, leurs compétences d'auto-représentation pour qu'ils puissent aller faire valoir leur statut de jeune aidant, et aussi la capacité à participer à la planification et au développement des services qu'on pourrait développer pour les jeunes aidants. Donc finalement, ça date quand même un petit peu, là, ils ont réussi à recruter 24 jeunes aidants entre l'été 2016 et l'été 2017. Une autre cohorte de 17 avait été créée, puis là, ils faisaient vraiment plein de choses. Là, ils faisaient des ateliers d'équipe, des ateliers, des week-ends, un festival de National Young Care Health. En tout cas, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez complet. Puis après ça, bien, la santé publique a aussi demandé à un groupe de chercheurs indépendants d'évaluer les effets de ce programme-là pour voir finalement ce que les jeunes en retiraient. Puis ça a été évalué, puis ça a démontré des résultats positifs sur l'expérience des jeunes aidants, accroissement du sentiment de bien-être lié à l'agentivité et au partage d'expériences avec d'autres jeunes aidants, développement de connaissances en santé et adoption de stratégies pour prendre soin de sa santé physique et psychologique, motivation accrue à se fixer des objectifs d'avenir, notamment en termes d'études et de carrière, le tout en continuant à combiner l'expérience de jeune aidant. C'est quand même très inspirant comme programme. Ça montre qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour soutenir les jeunes aidants. Là, j'ai parlé beaucoup et je voulais voir s'il y avait de l'écho dans la salle. À 16h38, je suis une éternelle optimiste, mais selon vous, voyez-vous, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, voyez-vous des leviers ou des éléments qui pourraient être investis pour favoriser l'adaptation et le bien-être des jeunes aidants? Là, je prends une chance de voir si ça lève. Oui! En parler davantage en partant, effectivement, c'est quelque chose qui est peu connu, de savoir que ça existe puis que c'est plus présent que ce qu'on peut penser au premier abord, absolument. Merci d'avoir brisé la glace. Voyez-vous d'autres éléments? Oui? Oui, de reconnaître l'implication que
Puis ce qu'il y a derrière, d'aller chercher c'est souvent, puis on l'a souvent en intervention, là, c'est quoi qu'il y a derrière? OK, il arrive en retard, ou il n'est pas là, ou il est fatigué, mais c'est quoi qu'il y a derrière? Bien, dans notre liste d'options, ça se peut que la jeune aidant, ce soit aussi un facteur qui fait partie de la réalité de ces jeunes. Oui. Peut-être faire parler les jeunes aidants aussi, écouter les jeunes aidants sur qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de ce qu'ils font pour leurs proches, finalement, pour qu'on puisse ensuite les soutenir. Oui, écouter la parole des jeunes aidants, puis ça, c'est un beau défi, parce que comme je disais plus tôt, ils ne se reconnaissent pas nécessairement comme jeunes aidants. Fait que moi, je suis beaucoup là-dedans, puis ça fait le pont avec ce que je voulais vous présenter brièvement pour finir. Je voulais vous présenter, dans le fond, les 2 projets de recherche que j'ai en ce moment en gestation pour vous donner un petit peu une idée de ce que je m'apprête à réaliser puis que je pourrais éventuellement vous présenter un jour. Donc, un premier projet de recherche qui vise justement à reconnaître et soutenir la jeune aidance avec 3 objectifs principaux. Décrire l'adaptation des jeunes aidants, mettre en évidence à la fois les défis et les répercussions avec un S, excusez-moi, positives et négatives, il est parti prendre le cocktail en avance, élaborer un plan d'action comprenant moyens, stratégies et pistes de soutien, un projet que je réalise en collaboration avec Anne-Marie qui est ici et Aude Villatte de l'UQO. Fait que là, on va utiliser la méthode photo-voix, justement, pour leur faire prendre des photos. Vous en avez sûrement, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu un atelier ou un symposium là-dessus ce matin. Donc, ça va être une façon aussi, justement, de pouvoir reconnaître, soutenir, puis d'entendre la voix de ces jeunes aidants. Si c'est une problématique qui vous intéresse, Aude Villatte avait aussi déjà fait par le passé, puis c'est pour ça que je l'ai approchée pour le projet de recherche, elle a travaillé dans le contexte, donc quand ton parent a un trouble de santé mentale et sur le site Internet, là, si vous tapez l'approche sur votre moteur de recherche préféré, vous allez voir, il y a énormément de documents. Il y a justement un guide qui a été réalisé par les jeunes, pour les jeunes, qui parle à d'autres jeunes quand un parent a un trouble de santé mentale. Fait que si jamais vous êtes amené à rencontrer des jeunes, ça peut vous donner une belle trousse de ressources à ce niveau-là. Et l'autre projet, c'est que l'expérience de jeune aidance peut cheminer. Là, on l'a vu dans la trajectoire. Puis malheureusement, il peut y arriver que la personne pour laquelle on prenait soin décède. Puis là, moi, je m'intéresse là avec Diane Gay, Marc Dumas et Anne Brault-Labbé à mieux comprendre l'expérience de deuil et ses répercussions sur la santé mentale pour mieux les soutenir. Est-ce que le fait d'avoir été impliqué en proche aidance, ça modifie l'expérience de deuil des jeunes? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait mettre en place en amont? Ma petite voix me dit oui, puisqu'il y en a qui disent, en tout cas, qui n'étaient pas au courant puis qui sont surpris à un moment donné que le jeune décède. Donc ça, c'est un autre projet aussi que je veux essayer d'aller, pour essayer de voir cette expérience-là de deuil à la suite d'une trajectoire de proche aidance, est-ce qu'elle est modifiée? Parce qu'on sait que pour les adultes, là, les données sont beaucoup plus disponibles. On le sait que pour les adultes, le fait d'avoir été impliqué en proche aidance, c'est un facteur facilitateur du processus de deuil. D'avoir pu être présent, d'avoir accompagné, d'avoir vu, on le sait que c'est un des éléments qui est important. Est-ce que c'est la même chose pour les jeunes ou pas? Ça, on ne le sait pas. Actuellement, il n'y a pas de données disponibles pour documenter. Déjà, l'expérience des jeunes est moins documentée, puis celle des jeunes aidants, encore moins. Oui? Oui, absolument. Le parent survivant, le parent qui va rester, ça peut amener aussi tout un élément. On peut perdre un parent, puis éventuellement perdre l'autre. Effectivement, ça peut. Oui, de le soutenir, puis oui, s'il y a de la fratrie aussi, puis ça vient chambouler effectivement toute la dynamique. En tout cas, c'est très complexe, mais je pense que vous aurez compris que passionnant. Voilà. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. Fait que j'espère que je vous aurai sensibilisé à la jeune aidance. Si
c'est ça, si vous en croisez, je vais être bientôt en recrutement, fait qu'hésitez pas à me faire signe, là, ça va me faire plaisir d'inclure les jeunes aidants si vous en rencontrez dans votre pratique, dans mes projets de recherche. Merci pour votre attention.